Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons d'un film de science-fiction que personnellement j'attendais un peu comme le Messie depuis son annonce, Ad Astra, réalisé par James Gray. L'histoire, pour faire extrêmement simple, on va suivre Roy, qui est un astronaute en fait, qui va avoir une lourde tâche qui va lui être confiée alors que la Terre subit des surcharges qui sont sur le point peut-être d'éradiquer l'humanité et qui seraient potentiellement causées par son père, très loin, au niveau de Neptune, Censé être mort. qui est censé être mort depuis 16 ans, si je ne me plante pas. Oui. Oui, je crois que c'est 16 ans. Donc, on va limiter le résumé à ça. Ça sera très simple, qu'en penses-tu? Très bien. Il y a tout, il y a ce qu'il Et faut du comme coup, ouais, information. ouais, Ça laisse du mystère. ouais. On va laisser du mystère. Pour en parler avec moi, Kevin, que j'essaye de tanner quand même depuis Avengers Endgame pour qu'il revienne. Et ça y est, il est enfin de retour. Comment vas-tu? Très bien. Très bon film. Oui. Enfin, je vais pas spoiler notre critique, mais... Ça y est, Non, il a non. spoilé. Bon, bah c'est bon, on arrête, hein. Non, Enfin... Très bon moment. Moi, j'avais pas d'attente particulière, contrairement à toi. Ah bah moi je l'attendais. Parce que, en fait, j'ai découvert... Enfin, j'aime beaucoup les films de James Gray, notamment ses trois premiers. Quatre premiers. Et j'ai un peu décroché avec The Immigrant, enfin, comme on disait, voilà. Et j'ai pas vu son dernier, enfin son avant-dernier du coup, Lost City of Z, euh, que j'ai complètement loupé. Et puis ouais, je m'étais pas forcément intéressé à ce qu'il faisait là en ce moment. Faut dire que ce projet-là, mine de rien, pour placer un petit peu le contexte, ça fait plusieurs années qu'il bosse dessus, de Ouais. nombreuses années qu'il le travaille. Je crois même qu'il a eu l'idée bien avant The Lost City of Z, qu'il avait Mm. vraiment envie de travailler ce film pour que ce soit quelque chose de très atypique, à la fois ancré dans notre époque et en même temps très universel dans son message. Faut savoir qu'à la base, le film, il voulait le présenter à Cannes cette année, Cette année, ouais. et qu'en fait, lorsqu'il est arrivé au Festival de Cannes, eh ben, sa copie n'était pas finie. Et il a dit c'est hors de question que ce film je le rende avec des effets spéciaux pas terminés parce que si les effets spéciaux sont pas terminés, On le y film croit ne pas. marche pas. Ouais. Et donc du coup, il a préféré repousser la sortie et attendre un petit peu. Ce qui nous donne aujourd'hui le film qu'on a entre les mains. Et enfin, comme tu as Oui, commencé à le dire, c'est un film qui est très atypique et qui pourtant rejoint la base de la filmographie de James Gray ouais, en termes de thématique. oui, oui. Mais ouais, pour le coup, j'avais pas de. Enfin, j'avais pas vu son Love City of Z, mais c'est vrai que tous ces films traitent un peu autour de la paternité, de la filiation. Euh, C'était le cas de sa trilogie mafieuse. Ouais, Little Odessa, The Yards et La nuit nous appartient. Voilà. Et peut-être un peu moins sur les deux suivants, mais quoique la famille était quand même très présente. Et, euh, et là, clairement, bah oui, il y a en plus une figure paternelle qui est incarnée par Tommy Lee Jones. Et c'est vrai qu'il a souvent tendance à mettre des acteurs assez cultes dans les rôles de père. Robert Duval, James Caan. Et enfin, pour les films de sa trilogie mafieuse. Mais et voilà, enfin, du coup, là-dessus, on s'y retrouve par Mm. rapport à sa filmographie. Et après, moi, j'étais un peu dubitatif aussi sur le format science-fiction, enfin, pas science-fiction, mais conquête de l'espace, etc. Toi, t'es plus sensible à ce type de Oh, film-là. Moi, j'aime beaucoup aussi, hein. J'ai beaucoup aimé Apollo 13, donc ça m'a fait un petit court-métrage. Mais j'ai pas vu, par exemple, First Man. Enfin, j'ai moins l'intéressement. La Enfin, philosophie de la conquête voilà. spatiale. Et du coup, j'attendais sans attendre. C'est toi qui m'as proposé ce film. Je suis pas sûr que j'aurais été le voir autrement. Ouais, Et mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le traitement visuel en fait fait autour de cette histoire. Il y a un côté très intimiste. On est tout le temps. Enfin, à un moment donné, c'est ce que je t'ai dit en sortant du film. Il y a beaucoup de plans sur Brad Pitt, mais très rapprochés. Alors il y a des plans très larges aussi de l'espace, voilà, des trucs un peu amples et tout, mais on reste quand même dans une structure très intimiste. Voilà. moi je le trouve fantastique ce film.
Je ne serais pas du tout objectif, t'as bien fait de le rappeler au début, mais je suis pas du tout objectif sur les films sur l'espace. Alors là, ça sera impossible pour moi d'être objectif par rapport à ce film-là, parce que je trouve que déjà, à la fois, c'est un fantastique film sur la conquête de l'espace, et surtout sur la conquête de l'inconnu, et cette idée absolument obsessionnelle de l'être humain de vouloir découvrir une forme de vie extraterrestre. Mais bien au-delà de ça, c'est un film, comme tu l'as dit, qui est extrêmement intime dans sa manière de se concevoir, dans sa manière de se mettre en scène, dans sa manière de se lier Mm. à l'ensemble des personnages. C'est un film qui... Il y a pas beaucoup de personnages au final. Ben non, mais il n'y en a pas tant, mais ils sont tous hyper intéressants parce que... Enfin, on va le brasser ensuite dans l'écriture, mais je trouve qu'il y a une densité d'interprétation qui incite le spectateur à vouloir faire des liens entre les personnages, à vouloir constamment tisser, voilà, des entrelacements, des manières de mêler chaque protagoniste les uns aux autres qui font que Roy n'est pas vraiment, en un sens, je trouve, l'élément immersif du long métrage. Ce qui est immersif dans ce long métrage, et c'est ce qui le rend vraiment attachant, c'est le regard porté sur lui, c'est les thématiques qui l'entourent, c'est la profondeur et la liaison qui l'amène à rencontrer de manière obligatoire chacun de ces personnages pour qu'à la fin, il ait besoin de faire ce qu'il fait. Mm. Et c'est ça qui, je trouve, donne à cette œuvre une densité, une puissance, une maestria, une justesse. Enfin, je pourrais utiliser tous les superlatifs possibles, mais je trouve que ce film est maîtrisé de A à Z et qu'à aucun moment, il n'y a eu des choses que j'ai envie de rejeter ou de mettre de côté. Il y a des films de James Gray que j'adore. Il y a La nuit nous appartient, il y a Two Lovers, et pour moi maintenant il y a aussi Ad Astra, pour des raisons complètement différentes. Ouais. Mais je trouve ça fantastique. Ce cinéaste, enfin, c'est pas pour rien que j'aime ce cinéaste, et là je suis en train, encore une fois, de m'en rendre compte. Et Moi, ce qui m'avait marqué, je fais un petit écart, mais ce qui m'avait marqué notamment sur The Yard et La nuit nous appartient ou Two Lovers, c'était la forme très classique de son cinéma. Enfin, il rendait vraiment, enfin, il faisait beaucoup référence à une période du cinéma que j'aime beaucoup, qui sont les années 70, enfin voilà, des cinéastes comme Coppola ou Scorsese. Et j'aimais beaucoup la manière dont il s'appropriait ces thématiques-là, enfin ses propres thématiques, et qui s'appropriait la forme en fait. Et bah, dans La nuit nous appartient, c'était plus flagrant parce qu'il prend ouais, une base qui fait vraiment film de mafieux, et il la détourne ouais, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. ouais. Mais même dans Two Lovers, la manière dont c'était filmé, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il pensait faire une comédie au départ. C'est Et pas en si fait, étonnant que ça quand tu vois la alors forme de Two effectivement, Lovers. il y a un côté un peu pathétique sur le personnage, etc., qui pouvaient éventuellement être des aspects comiques. Mais du coup, en fait, il en a fait presque quelque chose de l'ordre du film policier aussi, Hmm. où il y a un dilemme, etc. Mais là, c'est Et évident là, dans en Ad fait, Astra comme sur dans Ad ses autres Astra- films, il, sur Ad il Astra, détourne en fait, les codes voilà. de base du film Ouais. pour en faire quelque chose de très différent. Ouais. Et une nouvelle fois, c'est flagrant. Et puis, moi, après, là, c'est plus sur l'écriture, mais Bah, et on peut plonger dedans direct, Ouais, si on t'as y des va. choses à dire. L'écriture Mais donc de Ethan Gross sur et James Gray. sur l'écriture, en fait, alors au début, il y a des panneaux. Au début du film, il y a des panneaux Dans un futur proche, etc. Mais c'est L'humanité pas- est tiraillée entre l'espoir et le conflit. Elle tourne le regard vers les étoiles, espérant y trouver des réponses et des progrès technologiques. Voilà. Du coup, voilà, ça commence comme ça, mais à la fois, on n'a pas de date précise, ni forcément, dès les premières images, des technologies qui nous sautent au visage, etc. C'est très discret. C'est C'est-à-dire très que discret, et justement, c'est pas trop didactique, en mode. Il te oui, tape sur on le aurait coude. besoin de nous expliquer. Eh, regarde, ça c'est Alors une là, navette, c'est, et regarde, ça voilà. c'est un truc. Et justement, progressivement, c'est ce qui rend un peu intemporel justement le récit. Parce que, effectivement, là, du coup, la conquête spatiale est quand même assez avancée dans le film. Euh, on peut même parler de tourisme spatial, du coup. Ah bah là, complètement. Et donc, on est quand même assez On a une avancé dans le navette temps. Virgin quand même. Hein. Voilà. Et du coup, mais c'est pas trop appuyé et ça vient tout doucement. C'est pas hyper. Ça saute pas au visage. Bah, on va dire Par qu'il a exemple, voulu... enfin, l'exemple comme ça qui me vient à la tête, c'est iRobot, où dès le début, Ah bah il y a là, plein de oui, trucs. Mais c'est parce que regardez je les- pense qu'il a voulu vraiment faire en sorte que l'immersion au travers du récit se fasse de manière lente et pas de manière obligatoire et didactique. Tu vois, là où Voilà. dans la plupart des films autour de la science-fiction, on a besoin de placer des codes Mm. ou des éléments qui fassent en sorte que le spectateur il se repère, genre ah, je vais prendre telle navette parce que telle navette m'a emmené à tel endroit. Comme tu me l'as si bien dit, et c'est Mm. ça qui m'a beaucoup fait rire, c'est que quand il y a eu le fameux vol commercial qui est évoqué, tu pensais qu'ils allaient prendre l'avion et au final, non, ils prennent une Moi, je navette. pensais qu'ils allaient dans C'est le ça. point. Et en fait, non, ils prennent une navette parce que c'est à aucun moment dans le sens où il faut
amener quelque chose de manière obligatoire. C'est amené et ça a une logique par la suite du récit. Et c'est ça qui est très intelligent, c'est qu'on se retrouve devant un film qui ne prend jamais le spectateur pour un con. Pardon de le dire, mais il y a des films qui prennent le spectateur pour un con. Et là, qui se dit simplement, le spectateur, il va comprendre de lui-même. Il va saisir qu'à ce moment-là, il se passe tel truc, qu'à ce moment-là, il se passe tel truc. Et on pourrait presque dire au début que Brad Pitt joue un électricien. Un électricien de l'espace, mais un électricien. Ouais. Non, puis après, oui, les personnages sont bien caractérisés. Enfin voilà, la quête personnelle de Brad Pitt, enfin de Roy, du coup dans l'histoire est quand même bien amenée. On voit là où il veut en venir, enfin la finalité de son parcours. Et ses choix à la fin également sont plutôt clairs. Et puis après, voilà, comme je disais, il n'y a pas trop de personnages. Enfin, même si De effectivement. gros personnages importants, il doit y en avoir 6, je crois, dans le film. Ouais, voilà. Il doit y en avoir 6. Il y a le commandant qui lui file un coup de main au début. Mm. Il y a sa femme qui est évoquée au travers des flashbacks. Il y a cette femme qu'il croise sur la station spatiale de Mars, ainsi que cet homme. Et il y a le père. Ouais. Honnêtement, je crois que ce sont les vrais personnages principaux. Et c'est Et ça encore, que par exemple, sa femme sur Terre. Ah bah c'est genre de l'ordre du n'a pas de fantôme. réplique, je crois. Non, elle a aucune réplique. Ou alors à la toute fin. Mais c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que, comme je te disais en introduction, j'ai presque envie de dire que James Gray les a posés de manière très symbolique, ces personnages. C'est-à-dire que on a le personnage du commandant qui pourrait presque faire office de grand-père, vraiment genre cet entrecroisement entre lui, son père, et la base presque de la conquête spatiale, où vraiment ce mec lui dit, bah, j'ai connu ton père, il faisait ça, qui lui confie des choses. On a ensuite cette femme qu'on croise sur la station Mars qui fait presque office de sœur, genre vraiment pour lui rappeler que voilà, il faut quand même qu'il y aille parce que c'est obligatoire. Ouais. Et on pourrait presque amener une symbolique, voilà, à chacun de ces personnages, comme si c'était presque nécessaire en fait dans son voyage initiatique. Ouais. De comprendre que ces personnes-là lui veulent que du bien. Et c'est aussi un point, et c'est pour ça que je trouve les films sur la conquête spatiale très intéressants. Généralement, les films qui évoquent ces sujets-là, ils n'ont pas d'antagoniste. Et encore une fois, c'est flagrant ici, Oui, c'est les éléments. c'est les éléments qui entourent les personnages qui sont les vrais antagonistes. À la limite, si on voulait vraiment placer un antagoniste, on pourrait placer Spacecom comme antagoniste, dans le sens où ils ne lui disent pas certaines choses autour de son père, qui semble pourtant obligatoire s'il veut réussir sa mission. Mais pour autant, c'est ça qui me fascine dans son écriture à James Gray et à Ethan Gross, c'est que j'ai jamais la sensation qu'ils ont envie de s'enfermer dans les archétypes justement de la SF, et c'est pour ça que tu as bien fait de rappeler qu'ils détournaient les codes généralement des films qu'ils choisissent d'investir. C'est qu'encore une fois, là c'est un film de science-fiction, mais c'est un film intimiste de science-fiction. Donc l'espace est jamais forcément filmé de manière, on va dire, grandiose. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'il veut montrer un décor, il préfère le montrer du point de vue de l'œil d'un être humain. C'est-à-dire quand on voit Neptune la première fois qu'on la voit, c'est parce qu'on voit par l'œil de Brad Pitt. Ouais. Lorsqu'on voit un vaisseau spatial, on ne le voit jamais comme un tout petit point perdu dans l'espace, comme pourrait le faire Ridley Scott dans Les Aliens. Là, au contraire, c'est placé vraiment comme c'est un gros vaisseau, donc il prend tout l'écran. Et c'est ça que je trouve fascinant. Les seuls plans larges, en fait, vraiment, après, il faut passer un peu sur le registre mise en scène, mais il y a tout un truc autour de la religion aussi, un peu dans ces premiers films. Et qui revient un petit peu. Et qui ici. revient par petites touches, mais justement, sans spoiler, voilà, il y a des personnages qui ont des pépins. Des circonstances atténuantes. Non, mais qui ont des pépins dans le film. Et il se tourne presque tout le temps vers Dieu à ce moment-là. C'est vrai. Et non, que... en fait, à un moment, c'est là où on convoque un peu les plans larges. Du coup, il lâche les corps des personnes décédées dans l'espace. Et en fait, ils remontent vers la lumière, en fait, mais de manière très lente, parce que c'est la pesanteur. Il y a ça, et en plus derrière, de ils passent leur temps à réciter des prières dans ce genre de moment-là. Oui, c'est un truc que j'ai remarqué, mais... Et du coup, ça me renvoyait aussi à ces premiers films où il y a justement, notamment des... Enfin, je crois que c'est dans La nuit nous appartient, où tu as une scène où Joaquin Phoenix et son père se retrouvent dans une église. Enfin, il y a tout un truc un peu, voilà, si on veut extrapoler, mais j'ai trouvé que la mise en scène, justement, était assez élégante. Mais il y a toujours aussi dans l'écriture ce besoin en termes de thématique de construire une nécessité presque de se rattacher à quelque chose de plus fort en fait que les personnages. Je sais pas si tu as remarqué, mais tout le long du film, les moments où Dieu apparaît, c'est des moments où il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Genre quand il y a les fameuses surcharges, il se tourne vers Dieu. Il demande l'aide de Dieu presque. Avec l'aide de la science et de Dieu, on y arrivera. Lorsque son père arrive justement dans le projet Lima, la première chose qu'il dit c'est avec l'aide de la science et de Dieu nous y arrivons. Et la première chose qu'il dit ensuite c'est je sens presque sa lumière me toucher. Et c'est constamment ça. Et
Mais C'est après, pas ça pour rien s'oppose, que tout ça s'est évoqué tout au long après, du ça film. s'oppose avec. Enfin, je sais pas si on peut. Oui, vas-y, vas-y. Quand, Spoil, attention, on va spoiler un petit peu du film. quand Brad Pitt et lui se retrouvent à la fin, on voit que lui a perdu. Enfin, en plus, il a été assez loin dans sa volonté de découverte, Mhm. il y a eu une sorte de mutinerie qu'il a gérée à sa façon. Et Qu'on peut à nouveau relier à Dieu, hein. Je sais que j'extrapole, ouais, mais du mais coup, c'est vrai qu'on a presque envie de se lui, il dire qu'il se oppose. prend pour un prophète et Oui, mais qui va amener la pour le parole coup, divine. lui, à ce moment-là, ne croit plus du tout en Dieu. Il croit à une autre puissance au-dessus de lui, Ouais. la vie, l'intelligence. Mais on pourrait presque voir ça, enfin interpréter ça comme ça, l'idée de ce père qui est persuadé qu'il va trouver une vie extraterrestre et qui n'y arrivant pas devient complètement fou et se prend pour un apôtre et finalement les Mm, disciples qui lui disent qu'il est en train de véhiculer une hérésie mm, doivent mourir. ouais, Et c'est assez fascinant de voir ça justement, de montrer justement ce parallèle qui est fait entre l'hérésie religieuse et l'hérésie humaine tout simplement. Et mm, d'ailleurs c'est pour ça que c'est hyper symbolique lorsque tu as le personnage de Brad Pitt qui se tourne vers lui et qui lui dit qu'il n'a pas échoué et qu'il a juste trouvé une autre forme de réponse. mm, Et moi, ouais, enfin, cette scène-là, j'ai trouvé absolument folle parce qu'elle évoque beaucoup de choses. Elle évoque en même temps cette espèce de désabus qu'a l'humanité de vouloir constamment regarder vers les étoiles mm, et d'aller chercher une vie extraterrestre, alors que finalement, la chose la plus importante, c'est comme le dit Brad Pitt, il n'y a que nous. mm, Et pour autant, il ne le dit pas de manière pessimiste. Il le dit de manière très optimiste. Il ouais, dit, tu n'as pas perdu, mm. il y a juste nous. Oui, du coup, ça rend. Enfin, je sais pas. Ouais. Enfin, de toute façon, le film est très profond, je pense, en Mm, termes de thématique, en termes de réflexion et en termes d'idéologie. James Gray et Ethan Gross sont allés vraiment loin dans mm, l'écriture et ont vraiment cherché le plus possible à repousser, presque en un sens, les limites de l'interprétation qu'on a lorsqu'on veut lancer une conquête. ouais. Parce que le mot conquête est souvent relié à la religion par de nombreux aspects. Mm. Et une conquête spatiale, forcément, convoque la religion. Bah, Et là, on sent que c'est convoqué de manière radicale tout au long du film. Et ça, ouais, je pense que ça fait partie mais de je me nombreux demande points si, qui incitent le spectateur à se poser beaucoup de questions. je me demande si justement il n'y a pas un propos un peu anti. Anti-religieux? C'est bien possible, mais ça sera pas Parce étonnant. que, Parce que la manière avec laquelle c'est convoqué, en ça fait, dans incite forcément à aller dans ce sens-là. il y a plein de choses, hein, Brad Pitt. C'est pas hyper lourd. Enfin, tu vois, c'est pas hyper insistant dans le film, mais tu vois, par exemple, quand il arrive du coup sur la Lune et que t'as tous les stores Virgin, KFC, Subway, machin. Il dit que, en gros, l'homme pourrit tout, en fait. Ouais, et que son père aurait tout détruit. Ouais. Ouais. Et au final, en fait, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là alors là, ça part sur des grandes enseignes ou je sais pas quoi, mais en fait, quelque part, la bonne parole, tu vois, Mm. cet aspect-là un peu de que en fait l'homme, quand il s'installe à un endroit, en fait, amène tout avec lui, tout Mm. ce qui est de pire aussi avec lui. Et en l'occurrence, quand il dit à son père à la fin, t'as bien fait de le rappeler, mais quand il dit il n'y a que nous, c'est juste, il n'y a rien au-dessus, quoi. Mm. Il n'y a rien qui me viendra en aide. Tu vois. Donc en fait, pour moi, du coup, là, y repenser, c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté-là un peu anti. Anti-religieux, ouais. Pas, T'as pas tort. pas forcément anti, mais Ouais, en au tout moins cas, qui une cherche réponse, quoi. qui Une cherche réponse qui à, est pas voilà, forcément. on va dire, à se servir de la religion pour justifier tout. Là, il Voilà. veut démontrer que la religion ne peut pas tout justifier et qu'à certains moments, il n'y a que nous. Voilà. On revient toujours à cette phrase. Toujours. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et du coup, tu avais un peu commencé à l'évoquer, donc on va plonger radicalement dans la mise en scène de James Gray, qui ici, enfin, je trouve, atteint des sommets en termes de maîtrise. C'est-à-dire que, si tu regardes bien, c'est rare qu'il se serve du scope dans sa filmographie. Mhm. La plupart du temps, lorsqu'il se sert du scope, c'est post La Nuit nous appartient, déjà. Ouais. Je crois que The Yards était tout de même filmé en scope, quoique j'ai un petit doute. Alors là, Je crois qu'il était. Faudra vérifier, je me demande s'il est pas en flat. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu Little Odessa qui était en 4 tiers. On a eu La Nuit il nous appartient et The Yards normalement qui sont en flat. Et ensuite, à partir de Two Lovers, il est passé en scope. Mm. Mais c'est vrai que tu regardes Two Lovers, tu regardes The Immigrant, tu regardes Lost City of Z, c'est souvent des plans larges. Mm. Et alors là, comme tu l'évoquais, c'est beaucoup de plans rapprochés. Oui. Beaucoup. C'est une proximité humaine qui est par moments presque oppressante, qui veut tellement te faire comprendre qu'il faut cerner les personnages, que du coup on se rapproche vraiment presque de manière abusive. Il y a des moments, pour donner un exemple, je vais montrer aux gens, on est rapproché à peu près comme ça sur le visage de Brad Pitt à un moment, c'est-à-dire qu'on ne voit vraiment que ses yeux, son nez, sa bouche, c'est tout. En fait, c'est pas dérangeant en soi parce que on comprend ce qu'il veut dire. Mmh. Mais ce que je te disais, en fait, c'est que Brad Pitt,
et, et les années n'ont pas vraiment d'emprise sur lui, en fait. C'est qu'il est. C'est Jésus. Enfin, on a l'impression que c'est une statue tellement il est beau, en fait. Et du coup, c'est. En fait, à un moment donné. Alors après, James Gray, je l'ai vu dans une interview, disait qu'il avait voulu, en choisissant Brad Pitt, parce que c'était le héros américain typique, quoi. Enfin, Mhm. enfin, un peu archétypal. Et quelque part, bon, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'histoire propose quand même un récit sur un homme lambda, entre guillemets, parce qu'il est quand même astronaute, mais un personnage, voilà. Et là, il a le visage de Brad Pitt. Donc, et du coup, ces gros plans-là, en fait, quelque part, dérangent un peu aussi. Alors, il y a le côté aussi un peu oppressant à des moments, parce que c'est la mise en Mhm. scène et le scénario qui font ça. Mais il y a des moments où on se dit, mais c'est vrai qu'il. En fait, c'est presque. On a l'impression que James Gray était amoureux enfin, Mais de son sujet, en fait, je enfin, pense en un de Brad sens Pitt. qu'il y a une Et qu'il certaine a, il forme l'a de filmé passion. sur toutes les coutures. Et effectivement, il est fascinant comme acteur parce que après on reviendra sur lui, sur son jeu, etc. Mais bon, bah, son personnage est au cœur du récit. Il vit une expérience très immersive et tout. Mais c'est vrai que ces plans-là, ce Brad Pitt, en fait, je trouve fascine tellement que. Enfin, j'ai pas vu Once Upon a Time, Ah le bah dernier Tarantino, il est un mais peu dans la apparemment. même fascination Mais voilà, Tarantino, mais une fascination très différente. c'est ce que j'avais entendu dire. Mais on Mais. sent qu'en plus là dans ce film, comme tu l'évoquais si bien, James Gray il a voulu filmer le héros américain, Mm, mais il a voulu justement, encore une fois, détourner les codes de ça. Et c'est ouais, ça que je trouve très intéressant dans sa mise en scène. C'est vraiment un mec qui est enfermé justement dans cette case de mm, héros américain. Mais même pas par lui, par son père. mm, Donc là, on rejoint encore une fois les thématiques de James Gray, mais du coup, c'est hyper évocateur parce que ça prend du sens dans cette direction où on se met à mettre en relief Brad Pitt en se disant c'est peut-être James Gray qui filme Brad Pitt en imaginant l'icône qu'il représente, mm, mais en essayant de la détruire par le biais de l'histoire qu'il nous raconte derrière. Et ouais, du coup, là, ça prend un autre sens qui est encore plus fort. Et je pense que le double effet qui se coule de cette histoire-là, c'est que le fait qu'il soit ailé avec Hoyte van Hoytema, qui avait fait la photographie mm, de Interstellar, qui t'a relié des films avec l'espace, autant vraiment tous les lier les uns avec les autres. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce besoin de, comme le faisait Hoyte van Hoytema sur le Interstellar de Christopher Nolan, de jouer avec justement la proximité qu'on va mm, entretenir avec les rapports humains. Et donc là, ces gros plans prennent un espèce d'impact symbolique hyper fort parce qu'on se retrouve à ressentir des émotions que même le personnage de Brad Pitt ne ressent pas. mm, Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que comme je te l'évoquais au travers des personnages, ça se ressent encore plus dans la mise en scène. On nous le montre dès le début, le personnage de Brad Pitt ne ressent rien, ou en mm. tout cas peu de choses, et panique rarement. C'est-à-dire que Ouais, c'est franchement, même dit dans le scénario. la séquence d'introduction est absolument magnifique là-dessus, parce que Mm, sans déconner, j'ai jamais été autant accroché à mon fauteuil, tout en ayant la sensation que le personnage face à moi s'en foutait littéralement de ce qui lui arrivait. Et je trouve ça hyper fascinant, parce que tu te mets à ressentir des émotions par le biais de la mise en scène, sans que le personnage soit impacté par ça. oui, Ce c'est qui vrai. développe une fascination et non une immersion. Et du coup, derrière, le fait que l'écriture joue avec cette immersion par le biais des personnages qui entourent Brad Pitt, qui eux ressentent des kilos d'émotions, mais par paquet de 12, Mm, je trouve ça génial en termes de conception, parce qu'on se retrouve en tant que spectateur à être en même temps perturbé et impacté par ce qui se passe à l'écran. mm. Et moi, ça m'a retourné. Je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels j'aime beaucoup ce film, et même je l'adore, c'est que j'ai eu la sensation de ressentir des choses par le biais d'un véhicule émotionnel que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Ouais. Et ça m'a complètement bouleversé en fait. C'est peut-être pour ça en fait que je suis pas objectif sur le film. Ouais. Ah, Non, mais très après, sincèrement. voilà, enfin, c'est clair que la réalisation, il y a rien à redire, Ah quoi. ouais, non, non, c'est Enfin, fantastique. du coup, La je suis séquence de très fin, elle est sélectif. exceptionnelle pour moi. Le jeu des couleurs, le travail Mm, de l'immersion et ce jeu aussi, enfin, avec la voix off qui récite presque des psaumes finalement mm. tout du long du film, qui passe son temps à se lier au père et à La dire voix off, elle est pas dérangeante, je ah trouve. non, 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 elle est très délicate, elle est très suave, elle est très poétique. C'est quelques Enfin, mots un peu. ouais, c'est ça, c'est juste des brèves de pensée, comme si on était vraiment dans la tête de Brad Pitt. Et c'est ça aussi qui joue avec Mm. l'émotion, c'est que l'émotion n'est pas face caméra, elle est dans tout ce qui entoure le Mais c'est vrai cadre. qu'il y a un côté très poétique, même dans le découpage, parce que, comme tu disais tout à l'heure, Il n'y a pas de plan séquence. depuis Gravity, c'est vrai que les plans séquences dans l'espace, C'est presque obligatoire, c'est c'est devenu un obligatoire. gimmick. Et là, il y en a Et là, c'est pas. même très découpé par moments, Ouais. avec des défauts de netteté voulus, en fait, des flous, et enfin des flards aussi dans l'objectif. Et tout ça, en fait, il y a un vrai travail de montage aussi qui est très, très cool.
Et ça, plus la musique qui est superbe aussi. D'un musicien que je De connaissais Max pas. Richter, Je qui est connaissais très pas. très connu, il a fait pas mal de bandes originales, il aime bien utiliser des grands trucs très symphoniques, et là c'est presque étonnant, tu vois, Ah de le voir utiliser très peu ouais, ouais, justement de mais grandes elle est symphonies. bien amenée, je trouve. La musique pour moi participe vraiment à l'expérience dans le sens où je trouve que c'est un film qui est très sensoriel. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on est sur un film qui est par moments quasi expérimental en termes de Mhm. sensations. C'est-à-dire que cette course-poursuite sur la Lune en est la plus belle démonstration parce que honnêtement, j'ai jamais vu autant de choses se passer à l'écran et peu de sons se Mhm. ressentir. Et pourtant, ça ne nous fait jamais décrocher. On se dit que c'est logique parce qu'on est vraiment dans Ouais, le casque de Brad Pitt. et puis Et on est dans l'espace, et quoi. on est dans l'espace, accessoirement, c'est justifié. Mais du coup, enfin, on a vu tellement de films pendant les années 90 ou les années 2000, le début des années 2000, nous brasser cette idée qu'il fallait qu'il y ait constamment du son, que là, Oui, d'un seul coup, voir ce son disparaître depuis Gravity, cette nécessité justement de séparer bien distinctement de la réalité de la sensation cinéma, mhm. que du coup, on gagne à nouveau en impact et dans un autre sens en sensation cinématographique. Ouais. Et je trouve que ça se ressent vraiment sur ce film-là, où ça a vraiment un tout autre impact et une toute autre dimension en plus. Je pense Non, qu'on a mais fait le tour. ouais. Ouais. Que dis-tu que tel un vaisseau orbital, nous revenions à notre point de départ qui était Brad Pitt Bah, et le casting. moi, ça faisait longtemps ce que je te disais que j'avais pas vu, parce que j'ai pas vu le dernier Tarantino au cinéma encore. Mais ça fait un moment que j'avais pas vu Brad Pitt dans un film au cinéma. Enfin, où il fait événement en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai Et, il est fou dans ce film. Moi, je le et trouve ouais, moi je le vraiment. trouve hyper juste, hyper. Hmm. Il en fait pas des caisses. Non, Non, il est très élégant, il est très très élégant, très très sobre justement, et c'est ça qui m'a. Brad Pitt, il est souvent utilisé pour des rôles où il faut peut-être pas en faire des caisses, mais où il est souvent très très imposant. Et là, le fait de justement jouer avec l'intimité de son jeu, avec juste un tout petit fragment de scène où il va péter un câble, où il va ressentir une émotion et faire en sorte que ça soit marquant, c'est je trouve la plus grande force de James Gray en tant que directeur d'acteur, c'est qu'il est ouais. vraiment capable, hormis Marion Cotillard dans The Immigrant, de repousser les acteurs dans des retranchements en termes de jeu où on n'a pas l'habitude de les voir. Ouais, ouais. Tu regardes Joaquin Phoenix, lorsqu'il a pris à l'époque, il a vraiment cherché à en faire un acteur qui soit un acteur qui donne vraiment tout ce qu'il a. Alors que Ouais. justement, on essayait plus de caler dans des seconds rôles. Tu regardes à chaque fois Charlie Hunnam dans The Lost City of Z, je Ouais, sais j'ai que tu pas l'as vu. pas vu, mais le fait de jouer avec son image de beau gosse un peu clinquant et de justement le pousser dans la jungle, de le rendre craspec et dégueulasse et d'en faire un personnage presque antipathique par moment, Mhm. c'était surprenant. Et là, on est dans cette même optique-là. Pareil, je trouve que la très bonne idée du film, c'est de faire de Liv Tyler, qui était pas mal mise en avant dans les bandes annonces, quelqu'un de très secondaire, parce qu'on sait pour beaucoup que Liv Tyler n'est pas une très grande actrice, mais qu'elle a un visage, qu'elle a quelque chose de marquant. Bah, en plus, son rôle est quasiment le même que Ouais. dans le très grand Armageddon. Oui, le très grand Armageddon. Mais là, du Non, coup, mais il y a tout ce jeu-là, Ruth Negga, que ce soit Tommy Lee Jones, tous les acteurs sont Tommy Lee vraiment Jones, très très bien j'étais assez utilisés. surpris parce que les dernières fois où je l'avais vu dans des films, je le trouvais hyper un peu caricatural Moi, sur son rôle J'avais bien aimé au The ronchon. Horseman, où il était J'ai réalisateur aussi, j'ai où pas il vu était ça. très très beau. Mais c'est vrai que Tommy Lee Jones, il peut jouer, il joue souvent le mec un peu bourru. Mais là, je trouve qu'il le faisait bien parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est chamboulé aussi dans ses questionnements. Et puis que, enfin, il est pas tout blanc, tout noir. Ouais. Et ça, j'ai trouvé bien. Après, les autres personnages, bon, c'est plus anecdotique J'ai aussi. beaucoup aimé Donald Sutherland. On n'en a Oui, pas encore parlé, mais j'ai beaucoup aimé son personnage et j'ai je trouvé savais même pas très. qui jouait dedans en Bah moi fait. non plus, et j'ai Avant trouvé ça de. très élégant de le découvrir comme ça. Et en Mm. plus, il a un très joli rôle qui est très simple, mais qui a quand même une vraie force d'impact, je Mm. trouve. Et bah en fait, c'est pour faire Dans le simple, rôle du mentor, ouais, enfin, pour faire du simple, je père. pense qu'on est assez d'accord. Le casting est parfait sur ce film. Il n'y a aucun Ouais, acteur qui est trop, il n'y a aucun acteur qui manque. Ils sont tous à leur place, bien comme il faut. ouais, ouais, y a pas de Et souci. ils brillent tous. Mais ça prouve encore une fois que James Gray est quand même un super directeur d'acteur. Ouais. Et qu'il est capable de vraiment bien jouer avec des personnalités qui sont quand même assez fortes. Mm. Fortes de café, quand même. Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Brad Pitt, Liv Tyler. Enfin, c'est quand même des acteurs qui ont du bagou. Et pour autant, il arrive vraiment à bien les encadrer et à les pousser dans une direction où ils peuvent s'épanouir en tant qu'acteurs. Ouais. Je trouve ça, mine de rien, assez respectable. Alors, plus que respectable. Après, je sais pas si parce qu'il y a une sorte de campagne en ce moment pour que Brad Pitt soit éligible à l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Je sais, Après, je saurais pas dire si c'est non, non, voilà. je pense qu'il y a d'autres acteurs. Enfin, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui ont été plus marquants cette année et Brad Pitt fera office d'outsider, en tout cas Oui, pour ce film. Peut-être par contre que le film peut se retrouver quand même pas mal de nominations aux Oscars. Là, est-ce qu'il est l'Oscar du meilleur film? Moi, j'en doute personnellement parce que la plupart du temps, les films de SF comme ça a pas de. ouais. À part Gravity qui avait vraiment réussi à faire Anomalie, mais même au final, elle n'avait pas remporté la fameuse statuette.
Ah oui, avec le réalisateur. Ouais. Ouais. Ben, je te propose qu'on conclue, Ouais. tout simplement. Qu'est-ce que tu regardes finalement de Ad Astra? Eh bien, une bonne expérience immersive. J'ai trouvé que c'était sympa. Enfin, il y a beaucoup de questionnements très profonds, mais même je trouve qu'on passe à un moment. Le film passe très vite. Oui. Oui, oui, oui. Le film passe très vite. J'étais même. Enfin, j'avais l'impression qu'il avait duré 1 heure et demie, même pas. Et. C'est souvent un gage de qualité en termes de montage et Ouais. en termes de mise en scène, ça. Quand le film est très court. Enfin, donne la Et sensation d'être court. bah, il est très efficace, quoi. Il n'y a pas y a rien qui déborde. Voilà. Non, c'est un très bon moment. Ouais, ben, je vais t'appuyer à 200%. Moi, je pense que clairement, ça va être un film qui va finir dans mon top de l'année. Parce Ouais. que j'ai été vraiment complètement transporté. Enfin, comme tu as pu le voir à la fin Mm. de la séance, j'avais pas envie de décrocher en fait du film, j'étais complètement dedans. C'est un film qui est extrêmement sensoriel, extrêmement intelligent, extrêmement fort. Pour moi, c'est la confirmation que James Gray sera un auteur qui va rentrer dans les annales du cinéma Mm. américain, comme ayant apporté sa patte tout de même sur les 20, 30, 40 années certainement de travail qu'il va avoir au sein de l'industrie. C'est un metteur en scène de génie, c'est un créateur visuel qui sait exactement comment placer sa caméra et nous faire ressortir des choses folles. Et c'est également un très très grand directeur d'acteur. Mm. Excellent directeur Ouais. d'acteur. Donc vous l'aurez compris, Kevin et moi on est d'accord pour dire que Ad Astra de James Gray est un très très bon film et qu'il faut le voir en salle. Il faut vraiment le voir en salle. Je vois plein de gens dire que c'est un film qui est déprimant, je dirais pas que c'est déprimant. C'est mélancolique, mais Oui, c'est mais pas déprimant. Je trouve ouais. qu'au contraire c'est un film qui porte un message très optimiste au bout du compte. Ouais. Très très optimiste et très humain, ce qui est chose rare en tout cas dans le monde du blockbuster américain. Parce que mine de rien ça reste un blockbuster, hein. C'est quand même porté par beaucoup d'argent, Après, même si c'est de l'argent investi par Brad Pitt et James Gray en grande majorité, mm. ça reste un gros blockbuster, faut se dire ça. C'est juste que Non, mais contrairement après, d'habitude, l'argent est divisé par plein de personnes. Je crois qu'il y a quand même une dizaine de producteurs sur le film, hein. Ce oui, qui il y est a rare pour plusieurs les grosses prods. petits studios derrière. Ouais, ce qui est rare pour une grosse prod. Ouais. Donc voilà. Merci mon cher Kevin Bah, de d'avoir rien, participé à merci. cette petite Merci vidéo. de m'avoir Enfin, en t'attendant de retour de pied ferme en novembre normalement. Ouais. Tu vas revenir en novembre. On ne dira pas quel film, mais sachez juste que c'est un gros film avec un gros réalisateur et 3 gros acteurs et qu'on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Et ben qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment, vers l'infini et au-delà. Bien sûr, il était indispensable de caler cette phrase. À plus. Tu peux dire au revoir, n'aie pas peur. Au revoir. Eh ben Très magnifique, bien. c'est parfait. Oh qu'il est beau Brad Pitt. Il est ici et dans mon Même là, il est salon. en gros plan. Ouais, même là il est en gros plan.